les témoignages de Français et d'Algériens qui ont été irradiés. On croyait que c'était la fin du monde. Quand nous sommes arrivés à proximité du point zéro, il n'y avait plus de route, c'était tout fondu, c'était de la bouillie. Qu'est-ce que ça signifie cette sonnerie-là? L'homme qui passe est encore légèrement contaminé. On avait une tenue blanche là, en coton, hein, et le mascara, c'est des bottes et des gants. C'est tout. Jamais le mot danger n'a été prononcé. Vent de sable, le Sahara des essais nucléaires, samedi à 22 h sur Public Sénat. Bienvenue à tous. Pour cette fin d'année 2010, les sénateurs sont les hôtes de cette émission Bibliothèque Médicis. Ils en deviennent aussi les vedettes dans ce magnifique décor de la bibliothèque du Sénat. Notre rendez-vous et notre tradition sont en quelque sorte respectés. En dépit de leurs charges si passionnantes et si lourdes, les élus, les sénateurs prennent le temps de lire. Oui, certains ne le croient pas et pourtant c'est une réalité. Parce que pour eux, la lecture et la culture ont une place et un rôle constant et significatif. Je le répète pour eux et d'abord pour vous, Catherine Tasca par exemple. Parce que le livre et l'art peuvent refléter à la fois le siècle et une période déterminée. C'est le cas avec le livre que vous avez choisi, dont nous parlerons tout à l'heure, un livre sur l'orientalisme que vous avez choisi et qui présente une très belle chronologie de 1798 à 1914 avec à la fois les événements, les guerres, les drames, mais en même temps toutes les créations de l'art. Et ça a un sens. Bien sûr. Bien sûr, on comprend mieux les œuvres lorsqu'on les inscrit dans leur contexte historique. On voit aussi comment un contexte historique peut porter certains créateurs. Catherine Dubas, je ne cache pas ma surprise parce que vous avez choisi Yannick Aleno, qui est un chef 3 fois étoilé, qui est en ce moment installé à l'hôtel Meurice à Paris. Il est passé par les plus grands hôtels, Aleno. Il a une grande réputation française et mondiale et il publie aux éditions Glénat d'abord 101 créations, et puis le terroir parisien en 2 tomes, c'est-à-dire au total 3 livres. Alors de votre part, est-ce que c'est du chauvinisme parisien, vous êtes sénateur de Paris, ou la défense de l'intérêt général lié à la cuisine? Non, c'est pas du tout du chauvinisme, c'est tout à fait... D'abord, c'est très contemporain, contrairement au livre de Madame Tasca, mais en revanche, ça s'inscrit dans une tradition ancestrale, celle de la transmission de l'art culinaire. Et au cas particulier, c'est un coup de cœur parce que c'est un livre de passion, écrit par quelqu'un qui est passionné, et également qui met en scène les terroirs et qui reflète donc la diversité française, et c'est pas du tout uniquement parisien, c'est la diversité de notre géographie et de toutes nos traditions culinaires également. D'autant plus que l'UNESCO a inscrit il n'y a pas longtemps le repas gastronomique français au patrimoine mondial de l'humanité, la France étant le premier pays à être honoré pour les arts de la table. Et ça a un sens et en même temps une force pour l'image de la France, même s'il ne faut pas la limiter à cela, parce qu'elle fait des efforts dans la recherche, dans les sciences, dans les technologies, qu'on ne la réduise pas à la table, même si la table est quelque chose de très important, comme vous le dites. Oui, mon choix a été évidemment influencé par cette reconnaissance de l'UNESCO, qui est très importante pour la France, même si, comme vous le dites, la recherche ou d'autres types d'industries sont très importantes, mais l'art de la table, c'est quand même un patrimoine culturel très fort pour notre pays. C'est un patrimoine économique, parce que ça représente beaucoup d'emplois, et même, je pense, des emplois d'avenir, parce qu'il faudra travailler sur les formations. Ça représente aussi un capital social, de développement durable. On peut parler du monde agricole, des circuits courts. Ça concerne également la santé publique, parce qu'après tout, bien se nourrir, c'est très important. Donc, c'est beaucoup plus que le fait de bien manger, bien boire, même si le fait de bien manger, bien boire... C'est à la fois la tradition et la vitalité bien exactement, française. Mais c'est quand même notre ADN. Voilà. Et c'est vrai que les artistes de la table, comme Guy Savoie, Robuchon, Vera, se sont beaucoup battus pour la décision de l'UNESCO. Et ils ont démontré que récompenser la France, si je puis dire, ça allait de soi. Alors, Yannick Aleno, il y a les recettes, on en parle peut-être tout à l'heure, mais vite, les jardins, le terroir de Paris avec ses produits agricoles,
c'est ferme. Alors il remet à l'honneur le chou de Pantin, les asperges d'Argenteuil, voire même le safran du Gâtinais, etc., etc. Les fraises et les framboises de Morinvilliers, m'a dit Anne-Marie Exactement. Moreau qui a dû les goûter. Vous les connaissez? Oui. Ces produits franciliens. Oui, parce qu'il y a de très grandes fermes. Je pense à la ferme de Galie, par Exactement. exemple, dans les Yvelines. Mais il y a de plus en plus des territoires agricoles protégés pour ces productions maraîchères et souvent ouvertes d'ailleurs à la cueillette. Ce qui est un exercice qui plaît Vous les beaucoup. connaissez aussi? Oui, oui, puisque contrairement à ce qu'on peut penser, en Seine-Saint-Denis, il y a encore des maraîchers. Il y a très peu de temps encore, il y en avait sur le territoire de la ville de Bobigny, où effectivement on pouvait venir faire sa cueillette. Et puis il y a les recettes. C'est le deuxième tome de son livre, Les recettes de Yannick Aleno, qui est presque un cousin de Guy de Savoie. Bon, vous allez en citer quelques-unes, des recettes, si vous vous en souvenez. Oui, alors bon, il faut avoir un petit peu le temps de cuisiner, ce qui n'est pas toujours le cas d'un sénateur ou d'une sénatrice, mais j'ai repéré quelques nouvelles recettes dans les 101 créations. Ce sont des recettes qu'il a été chercher un peu partout dans le monde. D'ailleurs, aujourd'hui, la cuisine, c'est vraiment un échange. Oui, on a eu cette reconnaissance UNESCO, mais il faut qu'on la partage. Est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de métissage? Exactement, on peut tout à fait C'est le vrai, dire. des goûts du Maghreb, C'est très important. des groupes des parfums et des goûts d'Asie. Exactement. On s'apporte les uns les autres et c'est, je crois, un geste très important dans la cuisine d'aujourd'hui. C'est ce qu'a fait Aleno, accompagné d'ailleurs d'une journaliste qu'il suit de partout, une japonaise, et d'un photographe qui est assez extraordinaire, qui met dans ce livre les produits en lumière. On dit même qu'il fait une galerie de portraits de produits. Il s'appelle Jean-François Mallet. Voilà. Mais vous voyez, vous échappez aux recettes, vous ne voulez pas les donner. Alors si, les recettes, Parce que j'en ai c'est un repéré secret. quelques-unes. Bon, les plus simples pour ce qui me concerne, parce que, par exemple, j'ai vu des sardines qui sont cuisinées d'une certaine façon, qui me semble intéressante. Une volaille de Braise, je suis lyonnaise d'origine, je suis sensible à la volaille de Attendez, Braise. pardon, j'ai regardé. Le poulet à la bouteille. Il y a beaucoup de truffes noires et de truffes blanches. Il y a de très beaux des produits. oursins, des homards. Forcément, il y a des produits qui sont chers, qui peuvent être utilisés, mais également, il montre qu'on peut faire une très bonne cuisine avec des produits simples, de proximité. Alors, il est omniprésent, on peut dire même dans le monde. Tout récemment, il s'est installé à Marrakech, au Royal Mansour, qui est en train d'affaiblir la Mamounia. Est-ce qu'il n'est pas trop partout? Alors je ne sais pas s'il est partout. Beaucoup de chefs, en effet, aujourd'hui, je dirais, conseillent un certain nombre de tables. En France ou dans le monde, quelque part, ça fait partie de cet échange dont nous parlions. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Après, en effet, c'est une question d'organisation. À condition qu'il continue de s'occuper de ses propres bien sûr, mais ça fait partie de la dans transmission Paris, du savoir-faire. Le fait d'avoir plusieurs tables leur permet de transmettre ce savoir-faire à justement d'autres jeunes chefs et c'est très important. Et Madame la sénatrice de Paris, vous sauriez cuisiner, nous préparer quelque chose à tous les 3 ou 4? Mais écoutez, pourquoi pas, hein. On prend un rendez-vous et avec beaucoup de plaisir, Voilà. mes deux collègues et des vous-même. desserts et pas de poulet à la bouteille. Et pas de poulet du tout d'ailleurs. Vous avez choisi, Eliane Assassi, le beau livre de Didier Héribon que j'avais lu, Retour à Reims, que Bibliothèque Médicis a souvent cité et apprécié. Il dit « Il me fut plus facile d'écrire sur la honte sexuelle que la honte sociale ». Il est philosophe, Didier Héribon, il est connu, il écrit beaucoup d'articles, des livres. Il a beaucoup raconté Michel Foucault, qui a été en quelque sorte son maître, ou un de ses maîtres. Ses jugements sont des symboles de rigueur, d'éthique. Et voilà qu'il se dévoile. Un retour à Reims. Et qu'est-ce que c'est le retour à Reims? Le retour à Reims, c'est en fait le retour d'un homme qui, pendant 30 ans, n'a pu ou pas voulu reprendre contact avec sa famille, parce que sa famille est d'origine très modeste, et c'est la mort de son père qui le rappelle à Reims, d'où le titre du livre. Et là, il replonge dans ce qu'est sa vraie vie, j'oserais dire, c'est-à-dire qu'il retrouve ses racines et la classe sociale dont il est originaire. Et voilà, moi, ça m'a beaucoup parlé parce que c'est aussi un petit peu quelque part mon histoire. Oui, et mais j'ai trouvé. Est-ce que vous l'avez autant caché que lui? Oui. Ah oui. Oui. Par exemple, il dit « Tant d'années après, je rougirai encore de honte quand il me faudrait fournir un extrait d'acte de naissance sur lequel figurait la profession de mon père, manœuvre, et celle de ma mère, femme de ménage. » Et encore, il ne parle pas de son grand-père, qui était laveur de carreaux, de sa grand-mère, qu'il aurait préféré dans la résistance et qui ne l'était pas. Si, j'ai vécu exactement ça, parce que ma maman était femme de ménage aussi, et que j'étais l'aînée d'une fratrie, 7 enfants. Et voilà, moi, c'est l'école qui m'a happée, et des professeurs qui m'ont fait découvrir que je pouvais découvrir, c'est le cas de le dire, de le redire. Qu'est-ce qui aide à ce moment-là? Qu'est-ce qui aide? On a une force en nous qui est décuplée. Mais qui la découvre? Qui la découvre? L'école. Oui.
l'école. Je pense que c'est le lieu de toutes les découvertes. Ça a été votre cas. Ça a été tout à fait mon cas. Et comme lui, j'ai menti pendant longtemps. J'ai menti, mais la pression sociale est tellement forte et on se sent exclu, en fait, quelque part de la société. Je vous avais rencontré, vous avez dit, que font vos parents? Qu'est-ce que vous auriez dit? Moi, j'ai menti pendant un temps. Je disais que ma maman travaillait à la sécurité sociale, mais je ne disais pas qu'elle était femme de ménage à la sécurité sociale, par exemple. Et qu'est-ce qui vous a libéré à un moment donné? Ce qui m'a libérée, c'est l'engagement politique. C'est ma rencontre avec le Parti communiste français, avec des militants communistes, c'est ça aussi. Donc la rencontre à la fois l'école, lieu d'apprentissage, des savoirs, etc., d'instruction, et puis cette force politique qui a accompagné ma famille dans un moment douloureux et dans laquelle je me suis, engagée avec force. Lui, c'est vraiment coupé. Il avait honte de parler de sa famille, de ses frères et sœurs, etc. A renoncé à tout, et parce qu'il en avait vraiment une honte physique. D'après ce que je comprends, il vivait dans un milieu intellectuel auquel jamais il lui serait venu à l'idée de dire d'où il venait. Est-ce que vous croyez, comme Didier Ribon, que les destins sociaux sont tracés d'avance? Non. Non, ils ne sont pas. Alors après, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Des rencontres. Je pense que particulièrement les rencontres peuvent casser. Pas des destins, parce qu'on ne casse pas des destins, mais des obligations que la société, nous. Lui, il disait son père était manœuvre. Oui. Et vous? Mon papa est décédé, j'étais très jeune, et donc ma maman nous a élevés toute seule. Et à quel moment vous avez accepté, je me permets d'être indiscret, puisque c'est le livre de Didier Ribon qui nous y conduit, notre réflexion commune, à quel moment vous vous êtes promené avec une certaine fierté au bras de votre mère? Il n'y a pas très longtemps, à vrai dire. Ah, si tard? Oui, si tard, ça a été très tard. Je pense que la naissance de mon fils a été un déclencheur aussi, quand on devient à son tour parent, maman en l'occurrence, je pense que c'est un événement déclencheur. Donc, comme lui, à un moment donné, vous n'en pouviez plus avec ce qu'il appelle ce pauvre secret qu'il a taraudé. Tout à fait. C'est une grande souffrance. Et on voit bien que lui, plus il montait dans la hiérarchie, disons, culturelle et sociale, moins il osait parler de son origine et de Reims, plus il s'éloignait des siens. Bien sûr. Et après, il y a le choc qui fait qu'il le retrouve. Et il raconte bien qu'il ne parlait plus la langue de son quartier. Tout à fait. Mais il a des formules que mes proches utilisaient à mon égard. Oui, genre, mais de toute façon, toi, tu sais tout, t'as tout lu, t'as tout vu, etc. Donc, il a des formules dans ce livre qui sont des formules vraies. Il vous a fait que moi-même. Oui. Oui, un peu. C'est un livre d'une grande sensibilité, mais c'est un livre coup de poing aussi, mais d'une grande sensibilité. Et ce mélange de sociologie, de philosophie, de politique, qui fait société, tout ça fait société. Donc ça m'a énormément Mais Didier Ribon lance une charge contre la gauche et le Parti communiste. Bien sûr. Il lui reproche d'avoir même laissé passer les classes populaires, les classes les plus pauvres du Parti communiste vers le Front National. Il a un peu raison. Ah bon? Je ne le dirais pas aussi brutalement comme ça, mais je pense que fut un temps, dans les années 70-80, où le Parti communiste a dévié de son langage. Chez vous, qu'est-ce qui a été le plus touché par la confession de Didier Ribon? La femme ou l'élu de gauche? L'enfant, d'abord l'enfant, avant l'enfant que j'ai été. Je pense que c'est ça, la femme. L'élu de gauche... Non, je me retrouve dans certaines choses qu'il dit, mais pas de non, vous avez dit quelque chose de très fort. Vous avez dit l'enfant, voilà. C'est formidable. Oui. Et Eliane Assassi, est-ce que vous croyez que Didier Ribon, on a fini avec la gêne et le ressentiment maintenant qu'il s'est raconté et qu'il est maintenant apaisé, guéri, si vous prenez votre cas? Non, je crois qu'on n'en est jamais vraiment guéri, je ne pense pas. Non, c'est un long chemin, très très long chemin. Amenez-la chez... Aleno. Oui, mais bien volontiers. Mais je trouve ce témoignage très émouvant. Et surtout quand vous dites que l'engagement politique vous a permis d'évoluer. Et je pense que c'est vrai parce que la rencontre des autres aide dans la vie. Et la politique, c'est aussi ça. Vous êtes 3 sénatrices. Oui. Convaincues du combat que vous menez dans des partis différents. Mais en même temps, c'est bien, là, tranquille et unanime. Entre nous, autour de la culture et en même temps de ce qui se dégage des livres. Vous avez choisi, donc on en a parlé tout à l'heure, le magnifique catalogue d'une exposition qui réussit sur l'orientalisme et qui se déroule actuellement au musée royaux des Beaux-Arts de Belgique.
de Delacroix-Kandinsky. C'est l'Orient inconnu et mythique qui fait toujours rêver. Moi, ce que j'ai trouvé d'absolument passionnant dans ce livre, c'est que c'est aussi un livre d'histoire, pas seulement parce qu'il y a la chronologie à la fin qui est tout à fait utile, mais parce que chaque analyse des œuvres de tel ou tel artiste est rapportée à son vécu dans l'époque. Donc à ses difficultés, aux épreuves qu'il a connues pour imposer sa peinture. Aux voyages aventureux, aux grandes découvertes aussi, parce que en fait, c'est un livre qui retrace tout le 19e siècle. L'orientalisme, parfois, certains pensent que c'était une mode ou un style. Ce n'est ni l'un ni l'autre, c'est vraiment il y a une mauvaise réputation, souvent. Peut-être dans ses traductions. On l'associe au colonialisme. Oui, mais c'est un formidable regard sur le monde et sur le monde du Sud auquel moi je suis très, très attachée. À travers ce que vous dites, on entend aussi l'influence des grands historiens comme Fernand Braudel. Bien sûr. Et Alain Corbin aussi, pour moi que j'admire beaucoup. Mais longtemps on a considéré que les premiers pas en Orient, en lisant cela, dans les années 1800, c'était d'abord l'Espagne. Oui, l'Espagne. Victor Hugo disait l'Espagne c'est encore l'Orient, l'Espagne est à demi africaine. Mais très vite c'est devenu quand même l'Afrique du Nord et le Proche-Orient. Nombreux ont fait des voyages au Proche-Orient, Lamartine, Chateaubriand, il y en a Flaubert, ils sont nombreux. Hein. L'orientalisme passe par différentes phases, tantôt on dit c'est moderne, tantôt on dit c'est ringard, mais quand on voit Delacroix, Delacroix passera 6 mois au Maroc. Vous disiez tout à l'heure le Maghreb, ça a eu beaucoup d'influence. Ah mais ça a tout déclenché dans la suite de son œuvre, c'était à la fin des années 20 qu'il a fait ce séjour, d'ailleurs à l'occasion d'une mission diplomatique. À l'époque, on emmenait des artistes et il a passé tout ce séjour à faire des croquis. Beaucoup d'entre nous connaissent les merveilleuses aquarelles de Kandinsky. C'est des carnets de voyage. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est à la fois d'une précision presque ethnographique et en même temps d'une poésie splendide. Et il s'est nourri toute la suite de son œuvre est nourri de cette rencontre avec la lumière du Maroc et d'Algérie. Il est passé en Espagne aussi. Sur le chemin. Alors vous avez dit Kandinsky, c'est Kandinsky ou Delacroix? C'est les deux. Parce que Kandinsky est allé en Tunisie. Il est allé en Tunisie, comme Paul Klee, qui a fait d'extraordinaires aquarelles en Tunisie. Et d'ailleurs, ce qui m'a frappé, non seulement c'est pluridisciplinaire, l'orientalisme, mais c'est également international. Et beaucoup d'hommes du Nord, de grands artistes du Nord ou des écrivains du Nord, ont été bouleversés par leur découverte de l'Afrique du Nord ou du Proche-Orient. Paul Klee a fait des merveilles en Tunisie. Et Kandinsky aussi. Oui. Et puis il y a le Maroc, parmi les modernes, il y a Matisse, fasciné par la lumière de Tanger, par exemple. La lumière et les femmes. J'allais dire, les paysages et les femmes dominant, ou à la fenêtre, avec des sortes de bleu ou de vert dominant la baie de Tanger, par exemple. Il y a Renoir, la fête arabe. À quoi vous ressemblerait votre Orient personnel? Qu'est-ce que vous mettez de couleurs, de parfums, d'épices, de désert, vous, Catherine Tasca? C'est vrai, la lumière, c'est vraiment la lumière qui est la plus bouleversante pour nous qui vivons sous des cieux pas toujours bleus, pas toujours éclatants. Dans mon Orient, il y a aussi l'attention au corps, que ce soit les corps humains ou les corps animaux. Moi, je suis très très touchée par toutes ces œuvres qui nous montrent soit des femmes très dénudées. Les peintures, la sensualité, la sensualité. Ingres depuis Ingres. Et ce qui est étonnant, un magnifique tableau d'Ingres. Ce qui est étonnant, c'est que au fond, chez nous, on ne montrait pas trop les corps nus à cette époque, et que la découverte des harems et tout ça a permis de les montrer. Et les corps des animaux, le travail de Delacroix sur les chevaux, par exemple, est quelque chose d'absolument prodigieux. Et les chevaux, et les tigres, les lions, tous ceux qui venaient de leur voyage en Orient. Et les petites scènes de la vie ordinaire, les ruelles, les échoppes. Donc, pour moi, l'Orient, c'est cette sorte de jouissance de la vie avec une
une vraie liberté qu'on oublie parfois quand on parle de ces parties-là du monde. Mais oui, vous en parlez avec plaisir et émotion. Oui, un grand Est-ce plaisir. que quelquefois pendant les débats, vous, dans l'hémicycle, vous avez le temps de feuilleter vos recettes ou Celui-ci, on ne peut pas l'emporter dans l'hémicycle. Ça se verrait trop. Ça se verrait trop. Mais vous avez le temps d'aller dans des expositions? Ah, moi, j'y vais beaucoup. Oui, les deux. Vous un peu? Oui, aussi, Ou est-ce que bien vous sûr. vous dites, comme Didier Ribon à un moment, Non. c'est pas pour moi, c'est Non, l'autre non, monde? non. Tout est pour nous. Tout est pour vous. Le plaisir Pour nous, des pour yeux, nous, c'est pas que pour moi, pour nous. Non, non, pour nous, tout est pour pour nous. C'est ça la démocratisation le de l'art. plaisir des Mais yeux même- et de l'esprit, c'est quand Voilà. même Bien sûr, essentiel. c'est Même essentiel. si bien certains sûr. se plaignent, j'écoutais l'autre jour Richard Millet, écrivain, se plaignent de la démocratisation du Louvre. Il se plaignait parce qu'il y avait 8 millions de personnes par an grâce à Henri Loiret. Probablement, il préférait, ou il aurait préféré Être l'époque tout seul au tout Louvre. seul, avec quelqu'un à côté de lui. C'est tout. Et maintenant, on va vous montrer, Philippe Lallemand, quelques extraits des coups de cœur ou des émotions de l'équipe de Bibliothèque Médicis. Ce sont vraiment des extraits. Quand Malraux parlait, dans son long discours qui a bouleversé les Français à l'époque, est-ce que vous vous souveniez de la manière dont vous avez appris l'arrestation de Rex, Jean Moulin? Rex. Vous étiez où à ce moment-là? J'étais à Paris. J'avais rendez-vous avec mon courrier au métro Châtelet. Et ce courrier est venu m'annoncer que Rex était mort. Et je me suis reculé pour m'asseoir parce que je suis resté sans voix et je sais pas. Vous savez, c'était un peu un père pour moi, je veux dire, à l'âge que j'avais, à l'âge qu'il avait. Et il m'a fait façonner à sa manière pour une vie que je n'avais jamais envisagée. Et tout d'un coup, cet homme disparaissait sans que je puisse lui dire merci. Vous lui auriez dit merci? Oui. Merci pour ce qu'il a fait de moi. Voilà. Vous avez vu le poids de la solitude pour lui? Il m'a dit qu'il était seul. Comment il vous l'a dit? Il était seul. Un jour, je suis rentrée, il était assis, j'étais petite, hein, j'avais 8-9 ans. Et je lui ai dit, tu es triste? Et il m'a regardé, il m'a dit, je suis seule. J'ai pas eu trop de réponses, je regrette encore. Plus tard, vous l'auriez interrogé. Les choix de lecture des sénateurs pour les fêtes de fin d'année, les conseils, les émotions, les beaux livres qu'ils ont choisis avec nous. Vous êtes sénatrice UMP du Rhône et Elisabeth Lamure, et vous êtes maire de Glezé, G-L-E-I-Z-E, commune dynamique du Beaujolais, d'après ce qu'on m'a dit. Et vous avez choisi pour coup de cœur votre voisin, Raymond Depardon, qui a publié ce très beau livre aux éditions du Seuil, qui a grandi, lui, Raymond Depardon, à 2 pas de chez vous. Oui, à 2 kilomètres. Et Glezé, c'est une commune, pourquoi on dit qu'elle est dynamique? Glezé est une commune viticole qui est à côté de Villefranche-sur-Saône, donc on est dans le couloir rhodanien, à 30 minutes de Lyon, ce qui fait qu'on a beaucoup d'atouts pour le dynamisme de notre territoire. Alors c'est un très beau livre, Raymond Depardon, on le connaît comme un très très grand photographe. C'est un livre à la fois personnel et familial, c'est la terre des paysans au Seuil, c'est l'histoire de sa famille. Comment il a grandi, et c'est en même temps une image de la France rurale disparue. Je parle sous le regard attentif du sénateur Revet et de Jean-Michel de Métayer. De la ferme où il a grandi, au hameau, il y a 50 années de photos et d'histoire. À peu près, oui. Je crois que le livre La Terre des paysans débute dans les années, à la fin des années 50, et il a été édité en 2008. Donc c'est à peu près ça, c'est une belle palette de l'histoire paysanne. Mais qu'est-ce qui vous a séduit dans le livre de Depardon? En réalité, c'est parce que c'est un photographe qui a beaucoup de talent, pas seulement artistique ou technique, mais il a ce regard qui apporte le plus sur les choses et les gens. Et puis, je crois qu'il a une affection particulière pour la province, comme il dit, pour la France des sous-préfectures, et puis pour le monde paysan où il est né. Vous avez raison de dire que les photos sont simples, fortes, j'ai envie de dire sobres, mais elles montrent bien en même temps des visages très fiers et courageux des gens de la terre de cette région à l'époque. Et il parle et il montre de ses parents, la ferme des parents, en 1960.
Oui, c'est ce qui est intéressant chez lui, c'est que dans ces clichés sont tellement expressifs qu'ils disent tout en quelques pages. On voyait ce que c'était que d'être un paysan. Ils bossaient dur, les parents, on les voit sur ces photos. Ils ont leur première voiture. Et puis en même temps, le jeune de Pardon qui débarque à Paris, il dit « J'étais orgueilleux et sauvage, je ne savais rien faire. » Heureusement, il a trouvé quelqu'un qui l'a pris comme apprenti pour faire de la photo. Oui, mais il dit en même temps je mesure ma chance d'être né dans une ferme et d'y avoir passé mon enfance. Donc ça veut dire que c'est important pour lui et que c'est tout sauf neutre. Ouais. Et il raconte, et vous le montrez, que quand à l'école, il n'est pas comme Didier Ribon qui cache son milieu d'origine. Il dit que quand à l'école on le traitait de paysan, qu'est-ce qu'il répondait? Je crois qu'il répondait si vous n'aviez pas les paysans, vous mangeriez des cailloux, ou quelque chose comme ça, ou des clous. Hein, ça leur fait plaisir. C'est l'expression du bon sens et de la vérité. Alors, la zone industrielle va prendre la place des champs de la ferme de Pardon, et elle est laissée à l'abandon. On en voit la photo, on voit apparaître des amis, on voit apparaître Jean de Pardon, le frère. En même temps, c'est la solitude et la pauvreté. Je ne sais pas si ça correspond à tout ce qui est la vie des paysans français de conditions modestes ou pauvres, mais en tout cas, c'est là une illustration. Et vous connaissez bien sa région, peut-être la ferme des parents? Oui, mais là où est la pauvreté, c'est pas là. C'est dans les régions plus reculées, comme les plateaux d'Ardèche, ou comme le Haut-Doubs, ou comme la Lozère. C'est là qu'était la vraie pauvreté, et c'est ce qui est touchant d'ailleurs dans ce qu'il dit et dans ses photos, c'est que ces gens qui travaillaient énormément étaient si mal récompensés qu'ils vivaient dans la pauvreté, mais en même temps dans la dignité. Et qu'est-ce qui vous touche, vous personnellement, qui venez peut-être pas forcément de ce milieu, dans ces images ou ces paroles assez dures et franches des paysans reproduites par de Pardon? Je crois qu'on vient tous un peu de ce milieu. On a tous des attaches avec cette France profonde de la terre. Donc je crois qu'on a un regard affectueux pour le monde paysan. Mais en même temps, on est touché par ce qu'ils ont vécu dans cette époque qui n'est pas si éloignée. C'était encore dans les années 80-90. Et en même temps, ce qu'ils vivent, parce que la France est en train de se moderniser et on voit l'agriculture aussi. Les jeunes, l'agriculture aussi. Et ce que je voulais dire, et que m'apprenait tout récemment Jean-Michel de Métayer avec son livre très intéressant, c'est Confidences d'un leader paysan. C'est que vous dites, en disant la France comptait 780 000 agriculteurs, il en reste 530 000, donc 230 000 de moins en 10 ans. Il ne faut pas être fort en maths pour calculer, ça fait 23 000 par an, 23 000 par an, c'est-à-dire presque 2 000 agriculteurs qui quittent leur métier, peut-être contraints, forcés. Vous êtes sénateur UMP de la Seine-Maritime, en Haute-Normandie, Charles Revet. Si je dis votre étiquette, c'est pas pour vous faire de la peine, etc. C'est pas pour... Non, mais je l'ai dit pour chacun. Pas de mes engagements. Madame Tassia, c'est pas la peine de dire qu'elle est au PS, ça, on le sait. Vous connaissez les problèmes de la terre et du monde paysan, et vous avez choisi Les Confidences d'un leader paysan, qui est publié aux éditions Bertrand Gobin. Et c'est une vie de combat menée par un producteur de lait qui, pendant 10 ans, a présidé l'influente FNSEA et qui allait en faire. Je n'ose pas dire tout ce qu'il allait faire dans le combat militant contre les pouvoirs publics, avec les pouvoirs publics. On va en parler. Alors pourquoi vous l'avez choisi, Charles Revet? Écoutez, je crois qu'il y a un moment fort. Jean-Michel Le Métayer a été pendant 10 ans le responsable de la FNSEA. Et puis, il publie aujourd'hui Les Confidences d'un leader paysan, qui est en fait un témoignage fort d'un engagement au service des autres, de quelqu'un qui a su, tout en gardant ce qui est aussi un élément fort dans la vie des personnes, l'attachement à la famille, qui a su avoir tous les contacts au niveau de la nation, au niveau européen, pour essayer de faire avancer les choses, et souvent d'une manière difficile. Je vais vous arrêter parce qu'on ne va pas en faire un saint. Et dans ce que vous dites, vous dites ce livre comme un testament. Pour devenir saint. Oui, encore du chemin. Mais en même temps comme un testament. Non, parce qu'il va rester au combat. Bien sûr. Je crois que vous êtes vice-président du Conseil économique et social.
tout récemment. Oui, et donc vous Et allez vous environnemental, occuper n'oublions pas, de l'environnement. CESE. Oui. Donc il va pouvoir poursuivre son action. Oui, C'est bien, alors on a il besoin faut de gens raconter qui qu'il y a s'engagent quelques jours, vous avez annoncé votre décision, qui a provoqué d'ailleurs une onde de choc au-delà du monde agricole, d'un départ anticipé et volontaire. Mais pourquoi? Tout simplement pour assurer... Là, ici, vous dites la vérité. Oui, hein. mais je dis toujours la vérité, Oui. moi. Et pas seulement chez Jean-Pierre Elkabbach. Non, c'est tout simplement parce que nous avons un congrès électif à Saint-Malo fin mars, et que la bonne évolution à la FNSEA, c'est que déjà ce congrès très important, à quelques semaines de débat sur la future politique agricole, sur la mise en place de la politique de nouvelle modernisation de l'agriculture, la contractualisation de la politique des filières, il y a tout sauf à faire un congrès sur fond de campagne électorale. Bon, ça peut exister ailleurs, pas à la FNSEA. Donc dans l'intérêt de la FNSEA, mais aussi permettre à la personne qui me succède de prendre ses marques, de piloter le rapport d'orientation, de conduire le congrès, d'intervenir devant le ministre et les différents invités au congrès. J'ai pensé que passer la main quelques mois avant le congrès, c'était du bon sens, là aussi, paysan, et du bon sens de responsable. Il y avait deux candidats à votre succession. Il y en a un qui a été élu il y a quelques jours. On connaît son nom maintenant. Comment vous avez fait? Il n'y avait pas de primaire, là. Moi, je me réjouis qu'il y ait eu des candidats. À la limite, plusieurs personnes auraient pu présider la maison FNSEA. Et ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à cet esprit d'équipe. Et donc, il y a un président à la FNSEA. Mais il faut pas de tandem, pas de couple, pas de... C'est pas une collégiale, il y a un président, le numéro 2 et le secrétaire général, il y a 2 secrétaires généraux, il y a des responsabilités parfaitement bien précises. Et ce qu'il faut, c'est qu'il y a surtout un chef d'équipe. C'est qu'il y a surtout un chef d'équipe. Est-ce que vous pensez, comme moi aussi, que le syndicalisme agricole a pas mal évolué avec Jean-Michel Desmétayer? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Tasca, vous nous dites, les paysans ne se comportent plus comme des casseurs. Un peu moins. Parce que. Nettement moins, oui. Nettement moins. C'est pas qu'ils sont résignés, ils sont combatifs, mais ils utilisent moins le style de la violence. Hein, on l'a constaté. Alors, est-ce qu'il a un rôle? Vous avez le sentiment d'avoir eu un rôle? Ah, mais certainement, parce que moi, je ne supporte pas la casse. Donc, je pense qu'on doit être capable de défendre notre profession autrement. C'est pas toujours facile de se faire entendre. On est comme d'autres obligés de descendre dans la rue. On l'a vu avec les milliers de tracteurs à Paris. Il n'y avait pas un papier à traîner le soir dans les rues de Paris quand les tracteurs ont quitté Paris. Mais ce qui est formidable, c'est quand ils distribuent des fruits, quand ils distribuent des fleurs, c'est bien plutôt quand ils jettent du fumier. Non, mais je rappelle des manifestations. La porte des préfets. Je rappelle des manifestations récentes qui auraient très bien pu dégénérer. Quand vous voyez des milliers de tracteurs dans Paris, il faut être sacrément bien organisé, avoir des responsables locaux solides pour faire en sorte que tout se passe dans le calme. C'est celle-là qui doit peser. Mais je voudrais aussi qu'on se fasse entendre, surtout quand on manifeste dans le calme, et pas simplement parler de nous quand il y a des détériorations. Malheureusement, je le dis aussi, puisque c'est ma période de confidence, c'est qu'on parle plus facilement de l'action syndicale quand il y a de la casse que quand ce sont des manifestations, même très mobilisatrices, dans le respect des biens et des personnes. Quel est votre meilleur souvenir? Évidemment, c'est en agriculture. Je crois que c'est devenu le rendez-vous annuel pour mieux communiquer encore auprès des consommateurs. C'est un événement incontournable. On peut encore faire beaucoup mieux, mais présenter, et c'est pas simplement dans l'idéal, présenter tout le savoir-faire de la ferme France. Oui, il y a presque 1 million de Français qui viennent vous voir avec les enfants, les gamins, etc. Absolument. Et pas les politiques qui viennent vous baiser la main. Hein, surtout en période électorale. Mais ça, c'est autre chose. Non, mais vous lirez dans le livre, pour ceux qui ne l'ont pas lu, je dis dans le livre qu'il ne faut pas simplement soutenir l'agriculture la semaine du salon. Parce que là, tout le monde nous soutient. La semaine du salon, tout le monde politique des filles. Tout le monde est paysan. Tout le monde est paysan cette semaine-là. Nous, ce que nous voulons, pour défendre un secteur qui est un des tout premiers de notre pays sur le plan économique et social, y compris sur le plan de l'équilibre des territoires, faire en sorte que, on soit encore plus unis pour se battre là où se prennent les décisions agricoles, parce qu'elles se prennent de moins en moins à Paris, de plus en plus à Bruxelles ou à Genève. Et c'est ça les enjeux. On doit dépasser certains clivages. C'est-à-dire la mondialisation et ses effets sur nous.
On doit faire face à cette mondialisation et il faut savoir garder une dose de protectionnisme de notre agriculture européenne. Comment protectionnisme? C'est pas un mot. Non, mais c'est pas un vilain mot. Quand on parle agriculture, on ne peut pas être exigeant envers ces paysans français, voire ces paysans européens, sur la qualité de la production, le respect de l'environnement, des normes sanitaires, et penser que la seule solution serait la libéralisation des échanges. C'est tout, c'est pas du protectionnisme. Catherine Tasca. Oui, non, j'ai été frappée par une phrase de M. Le Métayer quand il est arrivé, je crois que c'était pas encore à l'antenne, où il a dit en regardant le paysage du jardin du Luxembourg, c'est très beau parce que c'est cultivé. Et je pense que les Français doivent entendre ça et se dire qu'au-delà des grands flux économiques, etc., c'est une fonction essentielle de la paysannerie. Est-ce qu'on s'en occupe assez? Est-ce qu'on tient compte d'eux, les paysans, quand ils ont leurs problèmes et quand ils ne cassent pas? Le monde paysan, il n'est pas à l'abri des grandes confrontations d'aujourd'hui. Et par exemple, ça n'est pas un monde monolithique. Il y a des grandes exploitations, des moyennes exploitations et des petites exploitations. D'où la difficulté. Oui, mais c'est aussi la difficulté de définir une politique de soutien parce que on n'est pas, et on connaît ça dans tous les secteurs de l'économie. Mais moi, je suis frappée d'un paradoxe. En France, la plupart des Français vivent en ville maintenant. Mais ils gardent tous un œil attendri pour les campagnes, pour ceux qui les font vivre, pour les agriculteurs. Donc je pense qu'il faut que, en effet, cet attendrissement ne dure pas que pendant la semaine du Salon de l'agriculture et qu'on trouve les moyens de préserver ces activités parce qu'encore une fois, le jour où nos paysages ne seront plus cultivés, nous serons très mal. Et sur tous nos territoires. Sur tous les territoires. Deux réactions. D'abord, par rapport à ce que dit Mme Tasca, c'est vrai qu'on a une orientation pour faire en sorte que les gens se retrouvent vers la ville pour des questions diverses. Or, il y a beaucoup de nos concitoyens qui souhaitent avoir une qualité de vie qu'ils trouvent en milieu rural. Et moi, je suis bien placé dans mon secteur pour pouvoir le dire. Et puis, vous avez réagi lorsque Jean-Michel Métayer a parlé de la mondialisation. Mais il y a une double raison, parce que l'agriculteur, sa mission première, c'est de nourrir les hommes, de produire pour nourrir les hommes, et de qualité. Et il y a des exigences en France qui sont beaucoup plus contraignantes que dans beaucoup de pays extérieurs, y compris en Europe. Mais la mondialisation a fait en sorte que des industries sont déplacées, ont été délocalisées. Le jour où on aura fait en sorte que des agriculteurs dans des secteurs difficiles ne pourront pas rester, ils ne pourront pas revenir. Si on les laisse partir, il faut faire en sorte d'organiser les choses pour qu'ils puissent rester. J'ai souvent dit à nos dirigeants politiques, quelle que soit leur couleur, une grosse différence avec les secteurs industriels. La terre que je cultive, moi, à Vignoc, elle n'est pas délocalisable. Et soit je la cultive, soit c'est de la friche. Voilà. Et je préfère une France cultivée que de la friche. C'est la raison pour laquelle il y a besoin d'une politique agricole. C'est pour ça que vous dites votre slogan adressé aux jeunes, et Catherine Tasca est tombée pile sur la phrase ou le slogan, la France est belle parce qu'elle est cultivée. C'est presque ce qu'il a dit qui porte en lui. Mais attendez, il y a deux rendez-vous, la PAC et en même temps le G20, très 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 vite. Ce n'est pas forcément le lieu d'en parler. La PAC, elle va être réformée à 27 États européens. Est-ce que l'Union européenne peut continuer à consacrer les mêmes montants pour subventionner tous les agriculteurs, alors qu'on sait qu'il y a des différences de niveau, de revenus, d'extension des terres et des propriétés? Est-ce qu'il ne faut pas redéployer l'aide et peut-être s'attendre à ce que d'autres en profitent aussi, qu'ils méritent parce qu'ils sont en difficulté? Non mais nous sommes désormais 27. Et le premier débat va être budgétaire. Parce qu'effectivement, il faut faire évoluer la politique agricole et le faire au sein des 27, avec un certain nombre de rééquilibrages incontournables. On l'a fait aussi déjà en France entre les grandes cultures et l'élevage. Il y a des évolutions qui sont encore nécessaires, mais parce que le premier débat sera le budget de l'Europe. Il faut que les dirigeants de l'Europe soient convaincus que pour qu'on ait une bonne politique agricole, il faut aussi qu'il y ait un budget en conséquence. Vous ne faites pas de chantage, là, encore? Je ne fais pas de chantage. Je le dis simplement. Encore des sous, encore des subventions? Non, je ne demande pas plus de sous. Je dis simplement que, et je comprends la demande des 12 derniers pays entrés dans l'Union, en disant,
nous voulons recevoir un peu plus de cette politique agricole. Ça veut dire un effort déjà des autres. Voilà. Et en plus, donc ça veut dire qu'on ne peut pas tailler dans le budget actuellement de la politique agricole. Ensuite, il y a le G20, une des questions va consacrer et va être concerner les prix des matières premières agricoles qui sont en train de flamber, le riz, le cacao, le blé. La betterave, le sucre. Vous voulez être partie prenante, vous voulez qu'on vous écoute. Nous voulons participer au débat du G20. Je pense que c'est important que le président de la République ait voulu mettre le sujet agricole et alimentaire au G20. Mais vous voulez que votre successeur participe aux réunions, la spéculation, vous croyez normal que la spéculation s'empare, au-delà des aspects de la finance, s'empare aussi des matières premières dont on a besoin pour se nourrir? Notre fonction, c'est produire pour nourrir. Et balader la population mondiale au gré d'une volatilité des marchés impressionnante, qui fait que le blé peut être à plus de 200 € un jour, moins de 100 € le lendemain. Là aussi, les spéculateurs leur couper. Est-ce qu'on nourrit mieux les gens parce que les prix sont très bas, ou pas du tout parce que les prix sont très hauts? Est-ce qu'on ne peut pas donner plus de sécurité, plus de régularité au marché agricole et alimentaire? C'est une vraie question. Et les dirigeants qui se rassemblent au G20 doivent traiter cette question-là de manière aussi importante que la crise financière. Il continue. 2013. Il continue le combat. Je vais continuer de militer. Dites-moi, vous partez de la FNSEA. Vous avez une petite larme, une émotion? On est forcément ému quand on quitte une fonction, et c'est 35 ans, 37 ans de syndicalisme. Je tourne une page, donc je vais continuer d'être militant. Et vous, dans la forme où vous êtes, Jean-Michel Lemétayer, je vois que c'est pas l'heure de la retraite, puisque vous dites que vous allez continuer à votre retraite. Où vous allez mener... C'est même pas la retraite de paysan. Oui. Où vous allez mener ce grand corps en mouvement? Écoutez, je l'ai déjà dit au Conseil économique et social environnemental. Non, mais attendez. Je suis aussi, je préside Sopexa. C'est la promotion des produits agricoles et alimentaires. Il faut se battre. Ça, c'est très bien, ce sont des fonctions. Mais pour nous, qu'est-ce que vous allez faire pour nous? Pour vous, je vais continuer. Après 37 ans de militantisme. De faire peut-être encore mieux que je ne le fais jusqu'à maintenant pour reconnaître ce que nous sommes, et je vais continuer à défendre notre profession, notre métier. Et au passage, pendant je suis pour des paysans entrepreneurs, parce que ça aussi on ne le dit pas assez. Pendant les week-ends. Je le dis avec précision. Pendant les week-ends, vous allez continuer à traire les vaches? Ah ben évidemment, puisque j'ai dit que je ne prenais pas ma retraite de paysan non plus. Merci à vous tous. On continue avec les deux prochains invités. Mais d'abord, voici quelques nouveaux bons souvenirs de Bibliothèque Médicis, comme un florilège et peut-être un parfum de cette émission. Est-ce que vous tirez une satisfaction particulière de votre influence? Est-ce que vous dites, avec, j'ose pas dire mes réseaux, ça c'est un signe de ma réussite? Non. Je suis désolé. Non. Vous pouvez le dire, on peut ne pas vous croire, mais enfin, est-ce que vous n'avez pas traversé un goût du pouvoir indirect? Non, je vais vous répondre différemment. Et presque sincèrement. Qu'est-ce qui manque pour que vous soyez sincère? La prudence, la survie, mille choses. Non, pas de risque. C'est amusant de se dire une petite idée, à un moment donné, peut se transformer, le cas échéant, en réalité. Ça, c'est amusant. Moi, il y a quelque chose qui me frappe depuis le début de cette émission, c'est qu'il se marre tout le temps. Qu'est-ce qui vous arrive? On a l'impression que ça va aussi très bien cette période-là, après le pouvoir. Parce que souvent, les hommes politiques, quand ils ont quitté le pouvoir, ils sont malheureux, ils sont tristes, un peu aigris, beaucoup de ressentiments. Là, attendez, vous exprimez la joie de vivre. Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi ça? Le problème, c'est que j'étais comme ça avant. Avec vous, Jean-Pierre Bel, un livre émouvant et original sur François Mitterrand. Dieu sait s'il y a des livres sur François Mitterrand. Mais là, est-ce que vous avez fait des découvertes dans ce livre qui compte 144 pages, 150 photos, 50 documents facsimilés? Qu'est-ce que vous avez trouvé dans cet objet-là? Voilà, c'est un livre-objet, et dans le fond, on a un peu l'impression de rentrer dans l'intimité de François Mitterrand. Voir la première délibération signée François Mitterrand dans sa commune de Château-Chinon. Mais même avant, j'ai regardé, il y a à l'école François Mitterrand, est trop bavard, et lui-même qui met « je ne dois pas trop parler en classe ». Il y a la carte d'étudiant de François Mitterrand, sa fiche d'inscription au Stalag, le camp de prisonniers, les années de formation politique. Je l'ai feuilleté. Donc vraiment, on redécouvre un personnage. Alors c'est vrai que c'est un livre un petit peu institutionnel presque,
parce que il n'est pas comparable aux livres qui ont été écrits sur François Mitterrand, et on en connaît plusieurs. Mais l'année prochaine, on sera en 2011. Je pense qu'il va y avoir un certain nombre d'événements qui vont rappeler la victoire de François Mitterrand en 1981. Les 30 ans de la victoire. Voilà. Donc il était peut-être important aujourd'hui de revenir aux sources, de partir de la jeunesse de François Mitterrand et de remonter ce chemin absolument incroyable qu'il a parcouru. À la fois personnel et politique. Hein, mais entrecroisé. Le personnel est souvent se recoupe vraiment avec le politique. François Mitterrand on voit le congrès d'Épinay en 1971. On s'en rend compte. Ouais. La rénovation du PS et la longue marche de François Mitterrand vers l'Élysée. Voilà. Alors, moi, je ne suis pas mitterrandiste de la première heure. Question de génération. Vous l'avez connu ? Je l'ai rencontré en réalité une seule fois. Ça m'a marqué particulièrement. C'est-à-dire rencontré, vous lui avez parlé ? Je lui ai parlé, oui, je lui ai parlé. C'était à l'occasion du sommet franco-espagnol dans mon département, en Ariège, à Foix. Et nous avions vécu un petit incident. Le sommet franco-espagnol, il y avait François Mitterrand, Felipe González, et Édouard Balladur, qui était Premier ministre de la cohabitation de François Mitterrand. Et vous savez, la terre d'Ariège, c'est une terre très républicaine, et même républicaine espagnole, puisque c'est un département qui a été libéré par les guérilleros espagnols. Et donc, lorsque François Mitterrand, Felipe González et Édouard Balladur sont arrivés sur les allées de Villotte à Foix, les cris de la foule assez massive, c'était Mitterrand, 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 ou Felipe, Felipe, Felipe. Édouard Balladur l'a très mal pris, à tel point qu'il a quitté le sommet franco-espagnol, ce qui est un incident assez notable. Et comme j'étais responsable de la Fédération socialiste de mon département, j'étais très ennuyé d'avoir provoqué par... Mitterrand vous avez dit, venez, exactement, jeune élu, là. Exactement. Alors donc, jeune premier secrétaire de la Fédération, je suis allé vers le président, tout tremblant, que je n'avais jamais rencontré, en lui disant, président, je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé. Et le président Mitterrand m'a dit mais non, cette fédération est très bien tenue. C'est la grande phrase que Mitterrand m'aura adressée, c'est la seule. La preuve, elle marque. Elle m'a beaucoup marqué. Alors c'est un livre d'admiration, j'ai envie de dire d'admiration absolue. Voilà, ce que j'appelle institutionnel. Oui, admiration absolue. Oui. C'est-à-dire que les sujets qui fâchent, ils n'ont pas été gommés, ils n'existent pas. Hein, on peut en dire quelques-uns. Par exemple, j'ai regardé La poignée de main à Pétain, le passage à Vichy, nada. Hein, l'entrée tardive dans la résistance, les relations avec René Bousquet, la guerre d'Algérie, très peu, non ? Oui, moi j'ai réglé cette histoire avec ce problème avec François Mitterrand, car ça pouvait être un problème. Et là aussi, je peux vous dire comment je l'ai réglé. Après l'émission que vous aviez eue avec lui sur cette période de sa vie, on m'a proposé un débat face à un député de droite. Et il est vrai que les questions évoquées lors de l'émission la veille au soir, par vous-même, étaient lourdes. Et donc, comme j'ai la chance d'avoir eu un père résistant, vraiment de la première heure, et qui a été très marqué par cette période physiquement et bien sûr dans sa personnalité, tout simplement j'ai appelé mon père pour lui demander ce qu'il avait pensé de l'émission. Et il m'a dit, tu sais, personne ne peut juger aujourd'hui, avec le recul, ce moment-là de notre histoire, la façon dont les uns et les autres on a réagi. Si moi j'ai suivi cette voie, c'est peut-être aussi parce que dans mon destin, j'ai vécu des événements forts. Et d'une certaine manière, j'ai senti de la part de ce résistant une espèce de compréhension de la période de François Mitterrand pendant la première partie de la guerre. Deux très beaux témoignages de votre part, Jean-Pierre Bel. Et en feuilletant le livre, on découvre une photographie de la société de l'époque. Les affiches, les slogans, l'irruption du marketing politique. Et puis la naissance de l'emblème du pois et la rose. Ça vient d'où ? Je crois que le pois à la rose, alors s'il fallait sur le plan de la communication que je vous en donne l'explication, je ne la trouverai pas, mais moi je pense que ça c'est le produit de l'histoire. À la fois nous voulions être fidèles au mouvement ouvrier qui se manifestait par le poing levé, le Front populaire, la guerre d'Espagne, et en même temps nous étions dans une période où nous ne voulions pas avoir ce langage qui pouvait apparaître comme un peu guerrier. Donc la rose est la plus belle des fleurs. Alors on continue à feuilleter le livre de François Mitterrand, le très beau livre, il faut dire le nom des auteurs, Florence Drory-Pavot et Fabien Lecoeuvre.
la vie à l'Élysée, les déplacements à l'étranger, les rencontres avec tous les grands chefs d'État, et Dieu sait s'il y en a eu, les grands leaders du monde, les extraits des grands discours, puisque j'ai bien aimé l'allusion aux grands travaux, l'Opéra, Bastille, le Louvre, la Grande Arche de la Défense, Bercy. C'est un livre aussi sur Mitterrand intime, mais il y a, je crois, une page ou une demi-page sur Mazarine, rien sur Anne Pinjot, la compagne et l'amour, si secret de François Mitterrand. Mais enfin, c'était peut-être pas fait pour ça. Hein, non, je ne crois pas. Hein, pas le... Non, mais je mentionne parce que c'était un très beau livre. Et il vous manque, Mitterrand? Je crois qu'il manque, oui. Il manque à vous, à la gauche, au PS? Oui, je pourrais dire qu'il me manque personnellement, parce qu'on aurait envie de temps en temps de se retourner vers un personnage comme lui pour mieux comprendre l'histoire d'aujourd'hui. Ce que je voulais ajouter, si vous le permettez, parce que nous sommes ici au Sénat, moi c'est François Mitterrand, le père de la décentralisation dans le fond. Celui qui a permis au territoire dans ce pays aussi centralisé que l'était la France avant qu'il ne soit président, eh bien de prendre au territoire, de prendre leur destin en main. Et je pense que de ce point de vue-là, ici au Sénat, c'est bien aussi peut-être de lui rendre hommage. Est-ce que vous en voyez un ou une au Parti socialiste qui pourrait, avec le temps et l'entraînement, avoir la carrure d'un François Mitterrand? Oui, certainement, j'en vois plusieurs, mais je ne peux pas les désigner, car c'est l'histoire qui les fera à l'égal de François Mitterrand. François Mitterrand, c'est le produit d'une histoire. Si vous me demandiez de m'apparenter à tel ou tel passage de la vie de François Mitterrand, j'aurais peut-être un petit peu de mal. Je retiens le François Mitterrand de la dernière période, qui fut un homme courageux et qui a tout de même révolutionné ce pays, parce qu'il y a eu beaucoup de réformes sous François Mitterrand. Il devient un modèle. Je crois que, vous savez, lorsque les Français sont amenés, c'est un exercice un peu compliqué, à juger les présidents de la République de la 5e, François Mitterrand arrive en tête. Alors, avec du recul, on a tendance quelquefois à comparer un président à l'aune de ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, je dirais que c'était quand même très différent. Il y avait François Mitterrand, le général de Gaulle. François Mitterrand, général de Gaulle. On me dit que François Mitterrand, dans l'imagerie des Français, serait celui qui est considéré comme ayant le plus œuvré dans le bon sens pour la France. Ils oublient 18 juin 40. Mais c'est une question peut-être de zapping historique. Les deux grands, en tant que président de la République. Oui, les mérites des deux autres. Vous avez quel âge en 81, Donatien Gros? 80, je n'étais pas né. Je vous donne une dimension. À chacun son coup de cœur. Je propose... Mais entre parenthèses, sur cette question de l'histoire, je pense que ce livre, s'il est si marquant dans la mémoire et si son actualité est si marquante, c'est peut-être aussi parce qu'il manifeste que François Mitterrand est entré dans l'histoire. Maintenant, c'est une page qui se tourne. Bien sûr. Je pense. Oui. Donatien Gros, alors on vous entend, vous êtes normalien. Vous avez quel âge? 23 ans. Vous êtes né donc en 87. Vous travaillez, entre autres, aux côtés de la directrice de l'école normale supérieure. J'enseigne à l'école normale supérieure. Vous enseignez, c'est avec Monique Anto-Sperber. Là, c'est mon coup de cœur, c'est La règle du jeu, cette revue brillante et ardente qui, en 20 ans, a participé à tous les combats aux avant-postes des libertés. La règle du jeu vient en effet de célébrer ses 20 ans, avec beaucoup d'éclat. Au Café de Flore, il y avait beaucoup de monde, de la culture, du beau monde, de la culture, de la politique. Mais elle publie un numéro exceptionnel, c'est vous qui l'avez organisé. Oui. C'est effectivement parce qu'en mai, on a fait ça très vite, en 3 mois. Bernard-Henri Lévy m'a dit, voilà, on veut faire un numéro anniversaire, on veut faire un grand coup. Jacques Martinez, qui est membre du comité de rédaction, qui est artiste, a eu cette idée de demander aux plus grands un certain nombre de disciplines. Qu'est-ce que vous vouliez dire, vous et Bernard-Henri Lévy? Bernard-Henri Lévy voulait dire la revue a 20 ans et voilà les 20 années à venir. C'est-à-dire qu'on a une revue qui se projette vers le futur. Moi, je me suis évidemment inscrit dans ce message de projection, mais on n'a pas voulu non plus faire une projection trop directe. C'est-à-dire qu'on n'a pas demandé à des personnes qu'on pourrait facilement nommer, qui sont des spécialistes de la projection. On a voulu demander à des artistes, à des écrivains. Vous pouvez donner quelques noms? Bien sûr, Milan Kundera, Michel Houellebecq, Olafur Eliasson, Daniel Buren, Lanzmann, Oliveira, Woody Allen, Jean Nouvel, Zaha Hadid. De tous les milieux culturels? De tous les milieux de la création et de la réflexion. Peter Sloterdijk en philosophie. Et pourquoi ils ont réagi aussi vite? Parce qu'ils étaient intéressés. Je pense qu'il y avait 2 raisons. Il y avait d'une part, ils étaient intéressés parce que c'est la revue de Bernard-Henri Lévy, d'autres parce que je les connais, parce que le sujet les intéressait, ce qui importe dans les 20 années à venir, et parce que ça trouvait un écho en eux. Mais quelle est la finalité culturelle et peut-être politique à la fois de la règle du jeu et des 20 ans de la règle du jeu? La règle du jeu, c'est de présenter... Je crois qu'il y a deux vocations. D'un côté, il y a les prises de position de Bernard-Henri Lévy en faveur des droits de l'homme, et de l'autre, toute une série de combats
dans lesquels il prend parti. Par ailleurs, il y a un deuxième front, qui est le front plus littéraire, qui est le front dans lequel je m'inscris plus et dans lequel ce numéro s'inscrit plus, qui est l'idée de créer des ponts entre les différents domaines. L'idée qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'appelle le contemporain, dont on ne sait pas trop ce que c'est et qu'il faut contribuer à définir. Et précisément, le regard que donne ce numéro sur les 20 années à venir est au fond un regard sur le contemporain. C'est-à-dire que comment vous définissez le contemporain? Justement, c'est ce qui se passe. Le contemporain, il y a deux manières de le dire. Ou alors on dit, on ne sait pas trop ce que c'est, c'est ce qui se passe maintenant. Alors on ne sait pas si c'est maintenant, s'il y a 20 ans. Dans les ventes aux enchères d'art contemporain, c'est en gros après la guerre, post-war. Mais ça, c'est une première vision, et c'est très terne. Ou alors il y a une deuxième vision, qui est un appel, être contemporain, être de son temps. Et ça, c'est ce numéro. C'est précisément qu'est-ce qu'aujourd'hui être de ce temps. Justement, qu'est-ce que c'est être? Pour faire plaisir à Anne-Marie Moreau, qu'est-ce que c'est être contemporain concrètement? Être de son temps? Créer des ponts. Créer des ponts. C'est-à-dire ne pas être dans un... D'ailleurs, au passage, c'est pour ça que l'essence d'un pont, Mélisse de Carangal est venue, et c'est peut-être aussi ça, la symbolique. Ou la métaphore. Tout à fait. Mais vous savez, il y a deux visions. J'en parlais avec Pascal Quignard, qui disait qu'il ne faut pas faire des ponts, mais créer des courts-circuits. Je lui ai répondu, il faut créer des ponts de court-circuits. C'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des réactions, des vivacités, des vitalités qui s'expriment dans ce numéro, qui s'expriment aussi dans des réactions de création aujourd'hui, philosophique, littéraire, artistique, et qu'il faut les relier. Et la règle du jeu n'a pas un lectorat immense. Et évidemment, c'est pas TF1, mais elle a une influence et une efficacité redoutable et reconnue qui repose sur quoi ou sur qui? Qui repose sur Bernard-Henri Lévy et sur les gens qui l'entourent. Qui repose sur Bernard-Henri Lévy, mais pas seulement Bernard-Henri Lévy comme personne, comme icône médiatique, mais aussi Bernard-Henri Lévy comme personnalité polymorphe. Parce que précisément, il est, et c'est ce qui m'intéresse le plus chez lui, il est quelqu'un qui va écrire sur l'art contemporain, sur la littérature, sur la philosophie, et qui a une culture assez extraordinaire, vraiment. Et puis une intuition. Et une intuition. Mais vraiment, c'est cette idée d'être un esprit critique qui m'impressionne vraiment. Pierre Bell, un mot? Oui, moi je pense que ça correspond, cette démarche, à un vrai besoin dans le champ culturel, le terrain de l'écriture. Bernard-Henri Lévy, je le vois comme un agitateur. Bon, il est quelquefois décrié, mais au moins il participe à faire vivre ce qui manque, me semble-t-il, cruellement aujourd'hui dans le contemporain. Le contemporain ou la contemporanéité serait des ponts. Oui, Est-ce que ça veut dire pour les politiques ne plus s'enfermer dans les rechercher des passerelles, des ponts? Voilà, on parle beaucoup de réseaux aussi aujourd'hui, donc c'est peut-être cette démarche de sortir de son précaré, de découvrir de nouveaux terrains. Voilà, c'est aussi le politique d'aujourd'hui. Nous avions dans le temps des politiques qui étaient, si je parle de la Troisième République, c'est encore plus caricatural, très auto-centrées. Aujourd'hui, nous avons une vision planétaire, universelle, et peut-être au-delà. Alors je ne sais pas si c'est un rapport. Oui, mais c'est intéressant parce que d'un côté, il y a cette dimension des humanités, de ce socle de savoir et d'intérêt qui était déjà un socle très présent dans la Troisième République et qui s'est perdu récemment. Et je pense qu'il y a une nouvelle ère pour les humanités du fait de la diffusion planétaire du savoir. Parce que ça repose la question. Et ça se voit auprès de jeunes artistes, dont certains ont participé à ce numéro, qui ont 30 ans et qui lisent le grec, qui lisent le latin et qui se passionnent pour le socle ancien. Voilà l'utilité de la revue, la règle du jeu, comme les revues françaises importantes, comme Commentaire de Jean-Claude Casanova, je vais faire un peu de pub, et de Marc Fimaroli, ou le débat de Pierre Nora et Marcel Gaucher, qui ont célébré récemment leurs anniversaires. Vive les revues françaises, même si elles n'ont pas des tirages énormes, elles signifient quelque chose. Tiens, on peut l'offrir, la règle du jeu. C'est gentil. Merci, à Jean-Pierre Bell, vous verrez tout l'intérêt qu'il y a. Et votre plaisir, vous, c'est d'être un brillant touche-à-tout, Donatien, avec une préférence pour les peintres, les sculpteurs, les artistes. Vous savez, Jean-Pierre Cavache, l'idée d'être seulement un touche-à-tout n'est pas suffisante. Je pense que ce qui est important, c'est d'essayer de trouver le bon équilibre entre un certain degré de profondeur et de savoir qui permet d'avoir un véritable regard et un certain degré de connexion. L'idée de la connexion, l'idéal, au fond, autant qu'être contemporain est un idéal, connecter avec du contenu en est un. C'est un gros, regardez-le bien. Ouais, Bibliothèque ouais, Médicis, c'est que vous allez grandir. Et on vous a à l'œil. Vous prenez tous en effet le temps de lire et de traiter le livre comme un révélateur, parfois un inspirateur et un instrument des batailles et des batailles à venir. Et quand vous lisez, comme dirait Charles Dantzig, vous lisez bien les sénateurs aussi qui ont participé à cette émission. Et l'ouverture, je pense que les sénateurs, vous la pratiquez au moins dans les lectures ou dans la contemplation et la pratique de l'art.
Vous avez sans doute fait plaisir aux téléspectateurs de Bibliothèque Médicis à travers le monde, selon les indications d'Internet, et à l'équipe de cette émission. Bibliothèque Médicis, Philippe Lallemand, Anne-Marie Moreau, Oriane Jancourt, Céline Mévélec, Anna Markovitch. Voilà en tout cas une belle occasion de passer très bientôt le cap de 2011 en compagnie de vos familles, bien sûr, de vos proches et de vos amis. Les livres et leurs auteurs. Merci à vous tous. À bientôt. Ce mois-ci, Public Sénat se rend à Lille pour rencontrer Martine Aubry. Dans son émission Terrain politique,